La Lightning Alley, l'allée de la foudre, traverse le centre de la Floride. Elle doit son nom à son importante activité orageuse. Chaque année, la foudre y frappe plus de 20 fois par kilomètre carré et plusieurs personnes en sont victimes. Un soir de septembre, en 1999, le pêcheur Dave Greenmeyer vient à peine de lancer sa ligne dans un lac quand soudain, un éclair déchire le ciel juste au-dessus de lui. Les conséquences sont effrayantes. Comme vous pouvez le voir, la canne à pêche, ou en tout cas ce qu'il en reste, a été complètement brûlée. C'était une canne de plus de 2 mètres. Elle a tellement chauffé que l'époxyde a fondu et s'est évaporé. Il ne reste plus que la fibre de carbone. Mais la canne à pêche n'est pas la seule à subir des dégâts. Dave souffre de nombreuses brûlures. Et c'est l'état de ses vêtements qui nous révèle la puissance du choc. La fermeture éclair a disparu. Plusieurs mois après l'accident, j'ai demandé au personnel des services de secours si des objets m'avaient brûlé. Et on m'a répondu que la fermeture éclair était pratiquement incrustée dans mon abdomen, tellement elle avait chauffé. Voilà tout ce qu'il en reste. Mon beeper était dans cette poche. Les dégâts sont pas évidents, mais il était dans un sale état quand je l'ai sorti de la poche. Dave pense d'abord que ses chaussures sont intactes, mais il découvre ensuite des traces étranges de trous d'épingle à l'endroit où la foudre a finalement quitté son corps. Je crois que l'électricité a traversé mon corps jusqu'à la semelle de mes chaussures et elle est sortie par le talon pour retourner à la terre. Dave a eu beaucoup de chance. Une personne sur 10 frappée par la foudre meurt sur le coup. En Amérique du Nord, la foudre fait plus de victimes que les tornades ou les ouragans. Mais il existe un endroit encore bien plus dangereux. Il se trouve au cœur de l'Afrique équatoriale. La foudre frappe davantage ici que n'importe où ailleurs sur Terre. Le professeur Earl Williams, de l'Institut de technologie de Massachusetts, est un grand spécialiste de la foudre. Grâce aux données fournies par les satellites de la NASA, il a calculé que la foudre frappe 2 fois plus dans le bassin du Congo qu'en Floride. À certains endroits, elle frappe plus de 120 fois par kilomètre carré chaque année. Et pourtant, dans cette partie du monde, elle n'a pratiquement pas été étudiée. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Earl se trouve à la frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo pour observer ce phénomène de ses propres yeux. La nuit tombe et les orages commencent à gronder. Il a été largement prouvé que c'est ici qu'on observe la plus importante activité électrique de la planète. C'est palpitant de me trouver enfin sur les lieux et d'observer par moi-même ce taux très élevé d'éclairs. L'œil est incapable de détecter certains éclairs. Pour les compter, il faut donc utiliser un capteur optique qui émet un bip sonore chaque fois qu'il détecte un flash lumineux. Lors d'un orage normal, la foudre frappe environ 2 fois par minute. Ici, Earl compte plus de 60 éclairs en 1 minute. Les orages que j'ai pu voir ici répondent à nos attentes. Ils produisent un taux exceptionnellement élevé d'éclairs. Il s'agit véritablement de l'endroit idéal pour étudier la foudre. Les conditions sont réunies pour produire des orages de grande envergure. La Terre est chauffée par le Soleil, et elle dégage donc de l'air chaud et humide. L'air chaud monte, et l'humidité finit par se refroidir et par se condenser en altitude pour former les nuages. Ces nuages ne cessent de grossir et de fusionner, tout en continuant à prendre de l'altitude. Certaines gouttes d'eau deviennent trop lourdes pour continuer à être portées par les courants ascendants, et elles retombent sous forme de pluie. D'autres sont portées par des courants d'air très puissants jusqu'aux zones plus froides où elles gèlent, formant de minuscules cristaux de glace. Une fois que le nuage atteint la stratosphère, il se dilate sur les côtés, prenant ainsi la forme d'enclumes caractéristiques des nuages orageux. Ce sont ces nuages qu'étudie le professeur Earl Williams de l'Institut de technologie du Massachusetts.
Les nuages qui génèrent la foudre sont les plus massifs de toute l'atmosphère. Un énorme cumulonimbus en formation est aussi large que profond et il forme une gigantesque enclume qui se dilate horizontalement en fonction des courants ascendants. Certains cristaux de glace grossissent et forment de petits grêlons. Les scientifiques pensent que lorsque ces grêlons chutent, ils croisent les minuscules cristaux en ascension et des milliers de petites collisions ont lieu. Ces collisions génèrent une charge électrique qui est stockée à l'intérieur du nuage, comme une pile. Ces nuages sont comme des piles, mais avec une tension beaucoup plus grande qu'une pile de lampe de poche. Au lieu d'1,5 volt, leur tension est de 100 millions de volts. Ce que les scientifiques ignorent encore, c'est comment ces charges électriques créent les éclairs. Il reste un grand mystère météorologique. Comment les collisions de particules de glace peuvent-elles donner naissance à la foudre? Ce problème reste encore très obscur. L'observation de la foudre est très délicate, car chaque éclair dure à peine une fraction de seconde. La solution la plus efficace est d'utiliser une caméra pour immobiliser l'image. David Stillings est photographe. Il parcourt l'allée de la foudre à la recherche d'orages. Il n'a qu'une idée en tête depuis plus de 30 ans, la foudre. Je dépenserai mes derniers centimes pour remplir mon réservoir tant que ça me permettra de chasser les orages. Son taux de réussite est de moins d'1%. Mais lorsqu'il peut immortaliser les éclairs, les résultats sont spectaculaires. Ma première photo réussie date de 1976. Lorsque la foudre est sortie de ce nuage, avec le ciel bleu à droite et les nuages violets à gauche, c'était l'extase. Depuis ce jour-là, je n'ai plus rien voulu photographier d'autre que la foudre. Cet orage a généré de nombreux éclairs, qui ont tous frappé au même moment. J'ai pris cette photo en 2004. L'obturateur n'est pas resté ouvert plus d'une seconde. Le ciel violet, un coucher de soleil couleur or, tous les éléments que j'adore sont réunis sur la même photo. C'est génial. Mais avant de pouvoir photographier la foudre, David doit d'abord la trouver. Ces deux voûtes nuageuses sont peut-être assez hautes pour générer des éclairs. Le soleil pointe son nez, ce qui signifie qu'il va les chauffer. De l'humidité va se former et ça pourrait créer un orage intéressant. David a repéré un orage qui devrait générer des éclairs. Il s'agit maintenant de diriger l'appareil photo dans la bonne direction. J'espère en voir un gros juste là. Dans cette région, un orage produit en général plusieurs éclairs par minute. Mais il est impossible de prévoir où la foudre va frapper. Mince! Me voilà mal placé encore une fois! C'est pas possible! Recommence, s'il te plaît. Écoutez un peu ces grondements de tonnerre. Vous entendez? En voilà un autre. Regardez! C'est une activité dangereuse. Je dois... Non, c'est pas vrai! La foudre peut s'abattre sur n'importe quoi et n'importe qui dans un rayon de 40 km autour du nuage. David préfère utiliser un appareil photo argentique. Il ne sait donc pas s'il a réussi ses photos tant qu'elles ne sont pas développées. Dites-moi qu'il y a quelque chose sur la pellicule. Rien du tout, une pellicule après l'autre. Oh, il y a un éclair. Non. La patience de David porte parfois ses fruits. Il parvient à saisir l'image de ces phénomènes furtifs. Regardez! En voilà une très réussie. Ah, j'y crois pas. Elle est vraiment belle. En résumé, je suis accro à la foudre. Mais avouez qu'il y a pire comme drogue. Regardez. Une photographie d'un éclair immobile peut être une véritable œuvre d'art. Mais ce n'est pas tout. Elle peut être très utile pour une analyse scientifique. Lorsqu'on observe la foudre à l'œil nu, on a l'impression que l'éclair se dirige directement du nuage jusqu'au sol. Mais les nouvelles avancées technologiques des caméras vidéo nous révèlent aujourd'hui que l'anatomie de la foudre est bien plus complexe. Voici le centre de recherche atmosphérique de l'armée de l'air américaine, situé à Colorado Springs. C'est ici que le professeur Jeff McHargue fixe la foudre à l'aide d'une caméra super ralentie.
Pour réussir cet exploit, il faut une précision extrême. Mince. C'est un peu comme la pêche. Il faut avoir de la chance et que l'éclair apparaisse dans votre champ de vision. Les images réussies sont rares. Mais il y a 2 ans, Jeff a gagné le gros lot. Je regardais les éclairs se rapprocher et je n'ai pas arrêté l'enregistrement. Je ne me suis pas rendu compte de ce que j'avais filmé avant de visionner les images. Jeff est le premier à filmer la naissance d'un éclair au super ralenti. Lorsqu'on visionne les images, on s'aperçoit qu'un éclair de lumière sort d'un nuage et descend en zigzagant par segments de 45 mètres. La première étape de la foudre est appelée traceur par bond. On voit nettement le traceur qui tente de gagner la Terre en un mouvement de va-et-vient. On aperçoit la piste qu'il emprunte, toujours avec ce mouvement de va-et-vient. Alors que ce traceur par bond se rapproche de la Terre, il a un effet extraordinaire sur les objets situés au sol. Ceux-ci répondent aux champs électriques puissants par la formation de décharges ascendantes positives. Ces dernières s'élèvent jusqu'à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol, comme on peut le voir sur ces photographies exceptionnelles. Lorsqu'un traceur rencontre une décharge ascendante, la charge électrique se dirige vers la Terre et crée l'éclat de lumière appelé foudre. Votre champ de vision tout entier s'éclaire. C'est ce que l'œil perçoit de ce phénomène. Les caméras nouvelle génération permettent aujourd'hui d'enregistrer la foudre, qui ne dure qu'une fraction de seconde. Ensuite, les scientifiques visionnent les images en les ralentissant plus de 200 fois et les analysent dans le moindre détail. Ces images au ralenti montrent le traceur par bond établissant une connexion avec la Terre. La charge électrique tout entière est alors déchargée du nuage et apparaît sous forme d'impulsion. Les scientifiques commencent à peine à découvrir ce qui se cache derrière le mystère de la foudre. De nouvelles études ont révélé que la chaleur et l'humidité influent sur la fréquence des orages. La ville de Tampa, en Floride, est la capitale de la foudre aux États-Unis. Elle y frappe plus souvent qu'à n'importe quel autre endroit du pays. Scott Steiger, de l'Université d'État de New York, pense que la ville attire la foudre car c'est un îlot de chaleur urbain. Un îlot de chaleur urbain signifie que les zones urbaines contiennent de nombreuses surfaces imperméables, recouvertes d'asphalte ou de béton, qui absorbent les radiations du soleil et renvoient de l'énergie qui réchauffe l'air ambiant. La ville peut atteindre 15 degrés de plus que les zones rurales qui l'entourent. L'air chaud monte et crée un puissant courant de convection ascendant au-dessus de la ville. Un îlot de chaleur urbain peut générer davantage d'orages, car une zone de convergence se développe au-dessus de la ville qui fait monter l'air chaud et crée par là même de nombreux orages. La formation d'orages signifie que la foudre est inévitable. Les villes qui ont un climat chaud et humide, comme Tampa en Floride ou Houston au Texas, sont plus susceptibles de produire des orages et donc de la foudre, ce qui constitue un risque pour les habitants. Des études scientifiques ont récemment découvert que la foudre ne se contente pas de descendre des nuages. Elle monte aussi parfois vers le ciel. À Rapid City, dans le Dakota du Sud, le scientifique Tom Warner utilise des caméras haute vitesse pour révéler l'univers jusqu'ici inconnu de la foudre. On découvre des éléments qu'on ignorait totalement jusqu'à présent. À l'aide d'une série de caméras, il a réussi à saisir des images étonnantes de la foudre qui se dirige non pas d'un nuage vers le sol, mais vers le ciel. Cette forme extraordinaire que revêt la foudre était connue depuis les années 30, mais ces images confirment enfin son existence. C'est la toute première fois que l'homme peut voir de ses propres yeux l'évolution de la foudre qui monte vers le ciel. Nos connaissances en matière de physique, en ce qui concerne ce phénomène, sont en train d'augmenter fortement.
Tom a pu observer que ce phénomène est déclenché par la foudre toute proche qui se dirige d'un nuage vers le sol. Sur ces images, on peut voir la foudre produire un vif éclat de lumière. En moins d'une seconde, elle entraîne la formation de 2 traceurs ascendants sur 2 pylônes de radio. La raison de ce phénomène reste un mystère. Mais Tom a une théorie. La foudre génère une charge électrique massive autour du sommet d'une structure située en hauteur. Et cette charge s'élève pour rejoindre un nuage. Il y a un délai entre l'éclair lumineux de la foudre et le traceur qui s'élève du sommet de la tour. Les images filmées par Tom ces dernières années ont stupéfié les scientifiques qui étudient la foudre. Cette foudre mystérieuse n'aurait jamais pu être observée sans l'aide d'une technologie dernière génération. Mais pour observer la plus grande manifestation orageuse, aucun matériel n'est nécessaire. Juste une paire d'yeux. Nous nous trouvons maintenant au Venezuela, sur le lac Maracaibo, où une équipe de scientifiques de l'université de Zulia est à la recherche de la foudre légendaire de la région, les éclairs de Catatumbo. Les conditions météorologiques peu communes de la région créent un type de foudre absolument unique. Des bulles de méthane, résultant de la décomposition de la végétation, remontent à la surface des marais et des rivières. Et les champs pétrolifères du lac Maracaibo produisent également du méthane, effet secondaire de l'extraction du pétrole. Il s'accumule au-dessus des marécages. La nuit tombe, et les scientifiques espèrent l'arrivée d'un orage pour pouvoir observer les incroyables effets de ce gaz. Le méthane est plus léger que l'air. Il s'élève donc jusqu'au nuage et nourrit l'orage, qui produit des éclairs plus aveuglants et plus colorés. Mais le professeur Ángel Muñoz, en tête de l'expédition scientifique, est persuadé qu'on est loin d'avoir percé les mystères des éclairs de Catatumbo. Au cours des 10 dernières années, on a découvert que le nombre de décharges électriques et d'éclairs a doublé. Ce phénomène est probablement lié au réchauffement climatique, mais il faut qu'on fasse davantage d'études pour s'en assurer. Les éclairs de Catatumbo passent de nuage en nuage, et ils sont beaucoup plus puissants que la foudre qui se dirige d'un nuage vers la Terre. On peut les observer durant 200 nuits de l'année et jusqu'à 10 heures par nuit. L'éclair de Catatumbo est un phénomène fantastique. Il est unique et magnifique. Il est dans nos cœurs, dans notre hymne national et sur notre drapeau. Voilà ce qu'il représente pour les Vénézuéliens. Cette manifestation orageuse est si imposante qu'elle est visible jusqu'à 160 km au large des terres. Pendant des siècles, les marins l'ont utilisée pour naviguer. Elle était surnommée le phare de Maracaibo. Un orage peut être spectaculaire observé d'une certaine distance. Mais observé de près, la foudre peut devenir mortelle. Pendant un orage, les endroits les plus dangereux où se trouver sont les grands espaces plats, y compris les vastes étendues d'eau. Et il est vrai qu'il vaut mieux éviter de s'abriter sous un arbre. La foudre peut transformer la sève des arbres en une vapeur surchauffée
provoquant leur explosion en une pluie d'éclats de bois qui peuvent être mortels. La foudre peut aussi parcourir les lignes téléphoniques. Il existe un signe avant-coureur du danger assez effrayant. Si vos cheveux se mettent à se dresser sur votre tête, cela signifie que vous êtes devenu une charge positive. Et si vous ne réagissez pas, vous allez rencontrer le traceur négatif au-dessus de vous et être foudroyé. Si vos cheveux se dressent sur votre tête, la seule chose à faire est de rapidement vous accroupir, jambes repliées contre vous. Caroline Naff, une étudiante, ignore totalement qu'elle est en danger. Elle se rend en cours à l'Université de la Floride du Sud, à Tampa, lorsqu'elle est frappée par la foudre. J'ai d'abord entendu un énorme grondement de tonnerre. Et en moins d'une seconde, j'ai vu un éclair lumineux. Le couloir formé par les palmiers m'est apparu comme un négatif. Et j'ai senti l'électricité parcourir mon corps. Je la sentais dans chaque millimètre de mon corps. J'ai senti mes muscles se relâcher puis se contracter. Et je continuais à sentir la tension électrique dans chacun de mes nerfs, dans mon corps tout entier. Les conséquences sont accablantes. Mon corps était gonflé et ma peau était rouge et crevisse. Les effets ressemblaient à un très grave coup de soleil. Ensuite, ma peau tout entière s'est mise à peler. Un éclair contient jusqu'à 200 000 ampères. Il suffit d'un dixième d'ampère pour tuer un être humain. Comment certaines victimes de la foudre peuvent-elles donc survivre et raconter ce qui leur est arrivé? Des professeurs de l'Université de l'Illinois tentent de trouver la réponse à cette question. Le professeur Marianne Cooper est spécialiste des effets de la foudre. Lorsque la foudre frappe une personne, la plus grande partie de son énergie passe autour d'elle et non à l'intérieur de son corps. Au lieu de frapper des organes vitaux, la foudre parcourt l'humidité contenue dans la peau avant de rejoindre le sol. Elle peut laisser des cicatrices, appelées figures de Lichtenberg. Alors qu'elle parcourt notre enveloppe extérieure, elle peut transformer en vapeur les gouttes de pluie ou de sueur présentes sur la peau. C'est parfois cette vapeur, accumulée dans les vêtements ou les chaussures, qui peut avoir des conséquences explosives. Tout comme certains témoignages de victimes d'explosions, la foudre peut expulser ces victimes de leurs chaussures. La sueur ou la vapeur d'eau se dilate énormément. Et on observe davantage de dégâts sur l'intérieur que sur l'extérieur des chaussures ou des vêtements. La foudre peut entraîner un arrêt cardiaque, mais ce sont des cas exceptionnels. La grande majorité des victimes de la foudre survit aux blessures provoquées par l'accident, malgré parfois de graves séquelles, notamment au niveau du système nerveux. Pam Cooper a survécu à la foudre, mais elle souffre encore des effets dramatiques de sa puissance. J'étais une simple maman, assise sur la plage à lire mon livre. Je m'occupais de mes affaires, je ne faisais rien d'extraordinaire. Et pourtant, ma vie a basculé à cause de la foudre. Je ne me souviens pas du moment où la foudre m'a frappée. C'est par le récit de mes proches que je sais exactement ce qui m'est arrivé. Ce jour-là, la plage de Destin, en Floride, est chaude et ensoleillée. Ma famille m'a raconté qu'elle avait entendu un énorme coup de tonnerre et vu un éclair. Tout le monde s'était mis à crier et à ramasser ses affaires parce que la Être frappé par la foudre ressemble à un ordinateur qui tombe en panne. Vu de l'extérieur, il ne paraît pas y avoir de problème. Mais à l'intérieur, c'est la pagaille dans tous mes circuits. L'histoire de Pam peut arriver à n'importe qui. Il est donc primordial de savoir comment se protéger de la foudre. Lorsqu'un orage se forme, la vie des personnes alentour peut être mise en danger. Lorsqu'on dit qu'en cas de grondement de tonnerre, il faut rentrer chez soi, cela signifie qu'il faut chercher un abri sûr. Si vous êtes pris sous un orage, l'un des endroits les plus sûrs est l'intérieur d'un véhicule fermé. De nombreuses personnes pensent que les pneus en caoutchouc de leur voiture les maintiennent à l'abri, mais c'est faux.
C'est la carrosserie en métal de la voiture qui peut nous protéger. Comme le démontre cette expérience sous haute tension. Une bobine Tesla simule les éclairs. Il s'agit d'un transformateur électrique qui décharge 750 000 volts. Le professeur Lisa Lazarek est une ingénieure électricienne prête à s'installer au volant d'une voiture sous la bobine pour prouver qu'elle est protégée par son châssis en métal. La charge électrique qui va frapper la carrosserie va parcourir l'extérieur de celle-ci. Je devrais être en sécurité tant que je ne touche pas le métal. Mais la théorie est une chose et la mise en pratique en est une autre. Je crois que je suis prête. La charge électrique circule à l'extérieur du véhicule et termine sa course au sol, sans aucun dommage. Tout va très bien. La théorie a fonctionné. Mes pieds picotent un peu, et comme j'étais nerveuse, mes mains sont toujours jointes. Mais en dehors de ça, je suis indemne. Cette expérience vient conforter l'une des règles de la physique. Une charge électrique telle que la foudre circulera toujours sur la surface extérieure d'un corps fermé en métal. C'est pour cette raison que les passagers d'un avion frappé par la foudre ne risquent rien. Ces images extrêmement rares montrent un avion s'approchant de l'aéroport de Sydney, soudain frappé par la foudre. Personne à bord de l'avion n'a même remarqué qu'ils avaient été frappés par la foudre. Cette vidéo montre un autre avion qui décolle cette fois du Japon. Encore une fois, les passagers ne se sont rendus compte de rien. En moyenne, chaque avion de ligne est frappé par la foudre une fois par an. Après le fait d'être frappé directement par la foudre, la plus grande menace pour les êtres humains est le déclenchement d'un incendie. Au cours de l'été 2008, un nombre anormalement élevé d'impacts de foudre met le feu à de nombreuses zones boisées de Californie. Un orage à lui seul provoque plus de 5000 impacts de foudre, déclenchant plus d'1 millier d'incendies. Les flammes détruisent des dizaines de maisons. Dans une zone sujette aux orages, vivre dans une maison au milieu des bois comporte des risques. Malgré les destructions matérielles et les forêts dévastées, les incendies provoqués par la foudre peuvent avoir des effets positifs sur la nature. Cette dernière a évolué en créant un moyen de coexister en harmonie avec ces incendies. Elle a même besoin d'eux pour renouveler sa faune et sa flore. En Australie, ce genre d'incendie n'est pas rare. Jeffrey Lee est garde forestier. Sa mission consiste à surveiller la forêt. Pour lui, les incendies sont les bienvenus, car ils permettent de nettoyer les sols pour laisser la place à des plantes comestibles appelées bush tucker. Ça permet à l'herbe, aux arbres et aux feuilles de se renouveler. C'est bon pour la végétation, tout est vert. Les plantes comestibles repoussent, comme les prunes vertes, les prunes noires et les patates douces. De nombreuses espèces végétales ont évolué pour être capables de coloniser les zones dénudées par le feu. Et certaines graines ont même besoin du feu pour germer. La foudre participe également à la production d'engrais, vital pour les plantes. La température maximale de la foudre peut atteindre 50 000 degrés. Elle brûle l'air ambiant. Avec la chaleur, se produit une réaction entre l'azote et l'oxygène, créant des nitrates. Ceux-ci retombent sur le sol sous forme de pluie et fournissent aux plantes des nutriments. Les scientifiques ont également découvert que la foudre joue peut-être un rôle important en altitude dans l'atmosphère. Lorsque ces drôles d'images ont été prises au-dessus de notre planète, elles ont complètement surpris les scientifiques. Elles montrent de gigantesques éclairs lumineux qui s'élèvent au-dessus des orages.
Ils sont appelés farfadets et ils ont été photographiés pour la première fois en 1989. Depuis, de nombreux projets scientifiques se sont mis à la poursuite de ce phénomène mystérieux. En 1997, le professeur Richard Howden, scientifique néo-zélandais, arrive dans le territoire du Nord en Australie à la recherche de farfadets. Il espère être l'un des premiers à saisir leur image avec une caméra. Avec son équipe, il se rend à Beatrice Hill, à 60 km à l'est de la ville de Darwin. C'est dans cette région que l'on rencontre certains des plus gros orages de la planète. Mais Richard ne s'intéresse pas aux éclairs normaux. Il est en quête de farfadets, qui se manifestent juste au-dessus des formations orageuses. Beatrice Hill est l'endroit idéal pour ce genre d'observation, car il faut une vue dégagée sur plus de 100 km pour pouvoir apercevoir la partie supérieure d'un orage. Mais même ainsi, les farfadets sont difficiles à saisir à l'œil nu, car ils ne durent que quelques millièmes de seconde. Richard a donc légèrement modifié son caméscope amateur standard. Le changement déterminant que j'ai apporté est l'élément placé devant l'objectif. C'est un intensifieur. Ils sont utilisés par l'armée, partout dans le monde, et il est assez difficile de se procurer les plus sensibles. Celui que j'ai là vient de Russie, de l'armée russe. Richard et son équipe attendent nuit après nuit et établissent des tours de garde pour s'occuper du caméscope. Après 2 semaines d'attente, ils font une découverte capitale. La nuit où nous avons finalement filmé les farfadets, nous avons ressenti une grande émotion. Mais nous n'avons pas su de quoi il s'agissait réellement avant de visionner les cassettes. Les images révèlent ces farfadets scintillants qui traversent l'atmosphère à plus d'un dixième de la vitesse de la lumière. C'était formidable. Je crois qu'aucun de nous n'a pu dormir cette nuit-là. La communauté scientifique reste perplexe devant ces images fugaces des farfadets. Mais 2 ans plus tard, le professeur Jeff McHargue, du Centre de recherche atmosphérique de l'armée de l'air américaine, fait une autre découverte. Il parvient à filmer des farfadets à l'aide d'un intensifieur placé devant l'objectif de sa caméra super ralentie. Je ne m'étais jamais autant amusé en enregistrant des données. C'était génial. Nous avons filmé toute la nuit et utilisé toutes les bandes dont nous disposions. Les bandes montrent une variété incroyable de farfadets. Depuis, ils ont été baptisés par les scientifiques. Ce farfadet a une forme de méduse. Il a une très grande taille, environ 50 km de haut et 50 km de large. C'est pratiquement la distance entre Paris et Fontainebleau. Et puis il y a les fameux farfadets carottes. Il ressemble à une carotte, avec les feuilles au-dessus, puis en dessous, la tige de la carotte. Jeff filme également les farfadets appelés Sea Sprite en forme de colonne. Ici, il y en a 3 côte à côte, et ils ont un mouvement descendant, d'où le nom en forme de colonne ou Sea Sprite. Partout sur la planète, 10 farfadets peuvent jaillir des nuages à chaque minute. Les scientifiques savent maintenant que les farfadets sont en réalité d'énormes décharges électriques qui illuminent l'air au-dessus d'elles, comme le ferait un néon. Mais il faudrait de nombreuses autres études avant de pouvoir réellement comprendre ces phénomènes électriques. Bien que les recherches scientifiques sur la foudre aient débuté il y a plus de 2 siècles, les scientifiques ont encore du mal à déterminer ce qui guide son itinéraire ou pourquoi elle frappe à un endroit plutôt qu'à un autre. Nous avons beaucoup appris au cours des derniers siècles, mais il reste un immense mystère météorologique à percer. Ce dont nous sommes certains, c'est que la foudre peut être dévastatrice et qu'il est impossible de la contrôler.